Et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième cours de mon programme de mini-formation qui va s'étaler sur le reste de l'été. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a 5 cours de prévus, il y en a déjà 2 de publiés sur ma chaîne YouTube et qui sont disponibles dès maintenant. Le premier concernait l'exposition de photos et le deuxième concernait les modes et les réglages les plus importants à faire et à utiliser sur votre appareil photo. Donc vous pouvez aller les voir dès maintenant. Maintenant, attaquons-nous au sujet principal de ce cours, c'est la gestion du mouvement. Je sais que voilà, vous êtes beaucoup à rencontrer des problèmes pour gérer le mouvement d'un enfant. C'est la difficulté principale de la photographie d'enfant et la photographie de famille, c'est que c'est des sujets qui bougent beaucoup, qui sautent de partout et ce n'est pas toujours évident d'arriver à gérer le mouvement correctement quand on n'a pas les quelques clés que je vais vous donner aujourd'hui. Donc on va parler des modes et des réglages qu'il est important de prioriser pour gérer le mouvement et les déplacements d'un enfant. Et je vous donnerai moi une ou deux petites astuces qui vous permettront d'améliorer vos chances d'avoir des photos plus nettes et de supprimer ce qu'on appelle le flou de mouvement qui est la base des photos ratées quand on prend des enfants en mouvement. Donc la première chose à faire, c'est le mode de prise de vue à prioriser. Alors je mets de côté le mode manuel parce que bien évidemment vous avez la main sur tous les paramètres, donc si vous maîtrisez le mode manuel, il est tout à fait possible de gérer le mouvement avec ce mode là, mais partons du principe que le mode manuel c'est encore assez obscur pour vous. Le mode à prioriser en priorité, ça fait 2 fois, donc bon, au moins vous êtes sûr que vous comprenez que c'est important d'utiliser ce mode là. C'est le mode priorité vitesse. Alors chez Canon il porte le nom TV, chez Nikon et chez Sony aussi c'est le mode S. Voilà, vous le trouvez sur la molette de réglage qui est ici, ou à gauche ou à droite suivant le modèle de votre appareil photo. C'est ce mode là qui va vous permettre de mettre l'accent sur la vitesse d'obturation. C'est-à-dire que ce mode vous prenez la main, vous, sur la vitesse d'obturation. Donc c'est vous qui allez choisir et régler la vitesse qui vous convient pour figer le mouvement, ou en tout cas pour maîtriser le mouvement. Et j'ai ma sonnette qui sonne, mais c'est pas grave. Et vous laissez la main à l'appareil photo sur l'ouverture et la sensibilité ISO pour gérer l'exposition de vos photos. Donc voilà à quoi sert la priorité vitesse, c'est vous qui allez gérer uniquement la vitesse d'obturation. Ensuite, le mode de mise au point à utiliser en priorité, c'est le mode AI Servo, ça j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Le mode AI Servo chez Canon, chez Nikon et chez Sony, c'est le mode AFC. Lui vous permet de faire ce qu'on appelle une mise au point dynamique. Donc vous avez la mise au point où vous faites la mise au point une fois, après vous prenez la photo. Et la mise au point dynamique vous permet de suivre les mouvements de votre sujet en faisant la mise au point en continu. Donc c'est ce que propose le mode de mise au point AI Servo ou AFC, suivant le modèle de votre appareil photo. Ensuite, vous avez un autre réglage qui peut être intéressant, en tout cas qui est très intéressant et qui va vous permettre d'améliorer vos chances d'avoir au moins 1 ou 2 photos nettes sur les photos que vous prenez, c'est le mode rafale. Alors, l'idée du mode rafale, c'est pas de l'activer et de faire des rafales de 10 photos. Déjà parce que il est possible que votre appareil photo ait votre carte mémoire, parce qu'il faut savoir que le mode rafale est limité par les capacités de votre appareil photo, mais aussi par les capacités en écriture de votre carte mémoire. Et le but n'est pas justement de faire des rafales de 10 photos, mais d'utiliser le mode rafale pour faire 3-4 photos d'affilée. Je vous expliquerai comment moi je fais après pour utiliser ça, mais voilà. N'oubliez pas d'activer le mode rafale, c'est toujours important, c'est toujours un plus et ça permet d'améliorer vos chances d'avoir au moins une photo nette, une photo réussie sur le lot de photos que vous allez prendre. Ensuite, et c'est le dernier petit réglage avant de vraiment commencer à faire des photos, c'est le choix du collimateur. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, dans un cas comme celui-ci en particulier en plus, parce que vous allez suivre le mouvement, il faut absolument que vous ayez une certitude de l'endroit où vous faites la mise au point. Et pour ça, il faut débrayer, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais il ne faut surtout pas utiliser la gestion des collimateurs en automatique, parce que l'appareil photo va faire la mise au point un peu où il veut, et des fois il peut faire la mise au point sur l'arrière-plan alors que c'est pas ce que vous recherchiez, et du coup vous allez non plus avoir un flou de mouvement parce que vous aurez bien
suivi le mouvement. Mais si l'appareil photo décide de faire la mise au point derrière, ça va être un flou de mise au point. C'est-à-dire un défaut de mise au point au moment de prendre la photo qui fait que vous allez avoir une photo floue. Donc il faut absolument prendre la main sur le collimateur, sur la gestion des collimateurs, et il faut utiliser en priorité le collimateur central. Pourquoi le collimateur central? Là encore une fois, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je le répète ici parce que c'est important. C'est le collimateur le plus robuste et le plus efficace en termes de mise au point. C'est celui qui fait le focus le plus rapidement possible. Donc pour gérer le mouvement d'un enfant, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous expliquerai ensuite ma petite astuce pour gérer voilà, la composition et le cadrage, parce que l'inconvénient du collimateur central, c'est que du coup, on centre tout le temps notre sujet quand on prend des photos, mais je vous donnerai ma petite astuce juste après. Donc voilà, donc je récapitule pour les réglages à faire avant de s'intéresser au réglage vraiment de la vitesse d'obturation. C'est le mode de prise de vue, priorité vitesse, le mode de mise au point, AI Servo ou AFC chez Nikon et Sony, le mode rafale à activer, voilà, pour faire des rafales de 3-4 photos, pas plus, et le choix du collimateur central parce que c'est le plus efficace pour faire une mise au point. C'est celui qui est le plus rapide. Ensuite, le point le plus intéressant, c'est quelle vitesse d'obturation on choisit. Là, malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de vitesse miracle. Tout dépend de l'âge de votre enfant. L'âge de votre enfant va déterminer la vitesse à laquelle il se déplace, notamment s'il est à vélo, s'il est en train de courir, s'il saute, s'il fait de la balançoire. Vous comprenez bien que s'il a 4 ans, il va faire de la balançoire beaucoup mieux que s'il avait que 2 ans, par exemple. Voilà, les mouvements seront plus rapides. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que je ne peux pas vous donner une vitesse d'obturation qui marchera à chaque fois. Comme je l'ai répété, comme je l'ai dit et comme j'ai insisté dans la toute première vidéo sur la gestion de l'exposition de vos photos, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu cette partie-là. L'idée n'est pas de choisir la vitesse d'obturation la plus élevée. Bien sûr, vous pouvez vous mettre à 1/4 millième de seconde, vous allez figer le mouvement. L'inconvénient, et c'est ce que j'avais dit dans cette première vidéo, c'est que vous allez impacter fortement l'exposition de vos photos. À 1/4 millième de seconde, vous faites rentrer très peu de lumière. Donc, vous allez avoir une forte sous-exposition que votre appareil photo va devoir compenser avec l'ouverture et la sensibilité ISO. Ce qui fait qu'il risque, je le répète, mais c'est vraiment important, parce que je sais que c'est une grande source d'erreur et moi c'était mon cas à mes tout débuts quand je voulais être certain de figer le mouvement, c'est le choix que je faisais et voilà, quand je me suis intéressé au triangle d'exposition et comment était construite l'exposition d'une photo, je me suis très vite aperçu que faire ce choix-là n'offre jamais de très bons résultats. Mais l'inconvénient d'utiliser une vitesse d'obturation très élevée ou trop importante voilà, par rapport au mouvement de l'enfant qu'on veut photographier, c'est que l'appareil photo va devoir choisir une très grande ouverture, la plus grande que votre objectif pourra permettre, et vous risquez dans certains cas d'avoir une très faible profondeur de champ, de quelques centimètres. Ce qui fait que, encore une fois, comme la gestion des collimateurs, vous n'allez plus avoir un flou de mouvement sur vos photos, puisque à 1/4 millième de seconde, vous comprenez bien que le mouvement va être largement figé. Mais vous allez avoir un flou de mise au point parce que la mise au point va être faite, je ne sais pas, sur l'oreille, sur le bout du nez, sur le chapeau, sur la casquette, si l'enfant porte un chapeau ou une casquette. Ce qui fait qu'avec une très faible profondeur de champ, vous allez quand même avoir le visage flou. Ce n'est pas dû au mouvement, mais c'est dû à un défaut de mise au point. Donc il faut avoir ça en tête et choisir la vitesse d'obturation la plus juste pour figer le mouvement, tout en gardant en tête qu'il faut faire rentrer quand même un maximum de lumière dans l'appareil photo pour prendre votre photo, pour l'exposer correctement et surtout garder un petit peu de marge en termes d'ouverture et de sensibilité ISO pour que votre appareil photo ne choisisse pas des valeurs extrêmes. Donc, la base, la valeur que je peux vous donner pour point de départ, parce que de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Voilà, il n'est pas dit, ça peut arriver certaines fois, mais moi, ça m'arrive certaines fois. Donc, avec l'expérience maintenant, j'arrive à me caler correctement. Mais voilà, n'ayez pas cette idée en tête de dire que il faut absolument que vous choisissiez la bonne vitesse d'obturation dès les premières photos. Il faudra certainement faire des ajustements. Certaines fois, ça collera parfaitement. D'autres fois, il faudra réajuster votre vitesse d'obturation parce qu'on ne trouve pas forcément le réglage d'un claquement de doigts comme ça. C'est en prenant quelques photos que vous allez vous rendre compte de la vitesse d'obturation à utiliser. Et après, avec la pratique et l'expérience, vous saurez un petit peu, suivant les mouvements de votre sujet,
sur quelle vitesse vous pouvez vous appuyer. Comme point de départ, ce que je peux vous donner, c'est de partir sur une vitesse d'obturation à 1/400 de seconde. 1/400 de seconde, pour moi, c'est un bon point de départ parce que ça permet d'avoir une vitesse quand même assez rapide pour figer pas mal de mouvements. En tout cas, déjà sur une balançoire par exemple. Sur une balançoire, il faudra peut-être aller un peu vite, un peu plus vite, mais c'est déjà un bon point de départ. Et en plus, vous gardez suffisamment de possibilités ou de marge en termes d'exposition. Vous faites rentrer quand même encore pas mal de lumière dans l'appareil photo avec une vitesse d'obturation à 1/400 de seconde. Donc, c'est un bon point de départ. Vous faites 2-3 photos, vous voyez si ça marche. Si ça fonctionne, parfait, vous pouvez rester là-dessus. Si vous estimez que ça manque encore un petit peu, hop, vous réajustez un petit peu votre vitesse d'obturation, vous l'augmentez légèrement pour arriver à trouver le réglage qui vous convient le mieux. Malheureusement, voilà, c'est par tâtonnement et ça va venir avec la pratique. Vous allez voir que vous allez vite enregistrer que par rapport à tel mouvement, si vous vous calez à telle vitesse d'obturation, ça devrait le faire. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à cette finalité-là, c'est de ne plus se dire je vais choisir la vitesse d'obturation maximum, comme ça je serai tranquille. Déjà, si vous faites ça dès maintenant, vous allez voir que c'est déjà une avancée parce que ça voudra dire que voilà, vous avez déjà compris, enregistré que ça a un fort impact, ce type de choix va impacter fortement vos photos en termes d'exposition. Donc déjà ça, c'est une amélioration, c'est une avancée et ça il faut bien le prendre en compte. Ensuite, la deuxième étape, c'est de arriver à ajuster la vitesse d'obturation pour réussir à figer le mouvement de la meilleure façon possible. Donc, une fois qu'on a la vitesse d'obturation, qu'on a choisi sa vitesse d'obturation, il faut savoir comment figer le mouvement. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Je vais allumer mon appareil photo comme ça, je vais vous montrer en direct. Le but n'est pas, je ne sais pas si votre enfant vient face à vous, c'est assez simple. Vous restez sur lui. Vous vous mettez en mise au point dynamique, vous faites la mise au point en continu et vous prenez des photos en rafale. Donc si je fais l'essai, vous êtes dessus, vous êtes devant, votre enfant vient sur vous, vous faites la mise au point et vous prenez les photos à chaque fois qu'il avance vers vous. Le mode rafale sert à ça. Vous voyez, j'ai fait une rafale de 4 photos, mais ça m'a permis de le prendre. Il avançait sur moi, je suivais la mise au point et clac, 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 j'ai fait 4 photos dans son mouvement. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple. C'est quand il arrive sur vous. Maintenant, et c'est là que c'est le plus compliqué, si vous êtes de profil, par exemple, s'il passe en vélo devant vous ou si on est sur la balançoire, je sais que beaucoup essayent de faire sur la balançoire, par exemple, de figer d'avoir l'enfant plutôt net, mais d'avoir en arrière-plan des filets de mouvement, voilà, qui permettent de suggérer le mouvement. Donc, c'est pas de figer l'ensemble de la photo, c'est d'avoir votre enfant qui est lui plutôt net et le reste de l'image qui est flou, mais avec une espèce de traînée de l'arrière-plan. Donc c'est ce que je vous montre sur la photo que je vous affiche maintenant. Donc mon fils sur la balançoire, je l'avais déjà utilisé pour un article de mon blog. Et là vous voyez que lui est net, en tout cas son visage est net, et le reste de l'image suggère le mouvement de balancier dû à la balançoire. Donc pour faire ce genre de choses-là, toujours pareil, utilisez absolument le mode rafale. Et ce qu'il faut, c'est suivre le mouvement de l'enfant. Donc, vous vous mettez comme ça, collimateur central, c'est important, et vous suivez les mouvements de balancier de la balançoire. Et pendant que vous suivez des mouvements, vous prenez des photos. Donc, ça donne ça. Votre enfant commence à se balancer. Hop. Vous faites un mouvement de balancier comme ça, et quand vous êtes prêt, quand vous avez bien vous êtes bien calé sur ces mouvements, vous prenez des photos. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, normalement, vous devriez entendre les déclenchements. Et vous avez vu que j'ai fait à chaque fois des rafales de 2-3 photos, pas plus. Vous en prenez plusieurs, mais ce qu'il faut, c'est toujours garder le mouvement. Donc, l'idée, c'est pas de se caler tout de suite et de prendre des photos directement. Prenez quelques secondes pour faire les mouvements avec lui. Et quand vous êtes vraiment calé et synchronisé avec ces mouvements, clac, 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 vous prenez les photos en direct, surtout sans vous arrêter. Donc, si vous voulez un filet de mouvement, là aussi, ça va dépendre de la vitesse que vous choisissez. Si vous choisissez une vitesse trop élevée, vous allez complètement figer l'intégralité de la photo. À 1/400 de seconde, suivant encore une fois les mouvements de balancier, vous devriez commencer à avoir quelques filets, mais il faudra peut-être descendre encore un petit peu
là aussi, c'est une question d'ajustement. Encore une fois, suivant les mouvements de votre enfant. Donc, voilà un peu l'idée. C'est surtout de suivre. S'il est en vélo ou qu'il court, c'est exactement la même chose. Là, je vous mets une photo encore une fois de mon fils qui était en train de courir. On était dans un parc. Je n'ai pas pris la photo, voilà, en essayant d'attendre qu'il passe devant moi et j'ai pris la photo comme ça. Non, j'ai pris la photo en suivant ses mouvements et pendant qu'il passait, quand je trouvais que c'était intéressant, je prenais la photo. Mais toujours, voilà, en le suivant et on prend les photos à ce moment-là. Le mode rafale plus le mode de mise au point dynamique plus le fait de suivre les mouvements fait que vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir une photo nette et une photo intéressante. Mais le plus important vraiment, hormis tous les réglages que je vous ai demandé de faire sur votre appareil photo, c'est quand on prend un sujet en mouvement, c'est de suivre ses mouvements. C'est vraiment important et de ne pas hésiter à les suivre longuement pour prendre la photo. Voilà, même du départ, même s'il est un peu loin, vous commencez déjà à faire la mise au point sur lui, vous attendez, vous suivez le mouvement tranquillement et vous prenez la photo quand il est à votre hauteur. C'est vraiment important de se caler sur son mouvement pour réussir une belle photo d'un enfant en mouvement. Une dernière petite astuce, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Je vous ai dit d'utiliser principalement le collimateur central parce que, encore une fois, c'est le plus efficace en termes de mise au point. Et dans un cas comme celui-ci, on a besoin d'une réactivité importante en termes de mise au point. Donc, il faut en priorité utiliser le collimateur central. L'inconvénient, et je pense que vous y avez pensé quand je vous l'ai dit, c'est que vous allez sans arrêt avoir une composition centrée. C'est l'inconvénient. On aime bien, par exemple, si vous voulez faire une composition suivant la règle des tiers, pareil, pour un sujet en mouvement, ça permet là encore une fois, de suggérer le mouvement, de laisser de la place devant, voilà, dans le sens de marche, dans le sens du mouvement du sujet. Donc, si votre enfant court de gauche à droite, c'est bien de laisser un espace devant lui, ça suggère le déplacement du sujet. Donc ça rend votre photo plus dynamique et plus intéressante et voilà. C'est plus sympa en termes de composition. Malheureusement, en utilisant le collimateur central, vous ne pouvez pas le faire dès la prise de vue. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand j'ai besoin de faire ce genre de choses-là, alors si vous avez un zoom, vous dézoomez un peu, sinon vous reculez un petit peu, mais je cadre un petit peu plus large. J'évite de trop serrer le cadrage. Alors, il faut pas faut pas cadrer trop large non plus parce que vous allez avoir du mal à garder le collimateur central sur votre sujet, hein, parce que plus vous reculez, plus votre sujet sera petit et par rapport à votre collimateur central, vous aurez du mal à garder la mise au point sur lui. Il faut trouver un juste milieu pour réussir à toujours être précis en termes de mise au point, toujours réussir à garder le collimateur sur le sujet constamment pendant tout le mouvement. Sinon, vous allez accrocher l'arrière-plan. C'est pas le but recherché. Mais en reculant un petit peu, vous gardez un petit peu, vous faites un cadrage plus large. Et quand vous allez arriver sur votre PC, vous pourrez recadrer légèrement pour ajuster votre composition et votre cadrage. Si vous voulez, par exemple, comme je l'ai dit tout de suite, le faire par rapport à la règle des tiers, vous aurez un petit peu plus de marge que si vous cadrez beaucoup trop serré dès le départ. Donc pensez-y. Alors je ne le dis pas de le faire tout de suite. Si vous avez un petit peu du mal avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ne vous embêtez pas dans un premier temps avec la composition. Faites-vous la main avec la technique pour gérer le mouvement et le figer correctement. Ensuite, une fois que vous aurez bien assimilé ça, que vous réussirez à bien suivre les mouvements d'un enfant parce que c'est pas évident, de le faire, ça demande un petit peu de pratique, un petit peu d'exercice. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, pensez après à composition et cadrage. Reculez légèrement, vous aurez déjà la main sur tout le reste, donc vous pourrez après penser composition, cadrer un petit peu plus large et comme ça vous pourrez ajuster votre composition sur le PC tranquillement, comme vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à savoir sur la gestion du mouvement. Après, il n'y a pas de mystère, hein, je l'ai dit plusieurs fois pendant cette vidéo, c'est la pratique qui fera la différence. Moi là, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez toutes les clés et les deux petites astuces que je vous ai données pour gérer le mouvement et pour gérer la composition sur ce type de photo là. Maintenant, il faut pratiquer, il faut s'exercer à suivre le mouvement. C'est une technique. C'est une pratique à faire et il faut l'exercer, hein, c'est comme tout, ça n'arrive pas par miracle et en photo, voilà.
que ça soit pour l'ouverture, pour l'exposition ou pour gérer le mouvement, il faut pratiquer pour que ça rentre et que vous ayez un petit peu, que ça devienne une habitude et que ça soit plus, soit plus quelque chose d'un petit peu forcé. Donc moi je vous dis à très bientôt, éclatez-vous en photo, essayez de gérer le mouvement de la meilleure façon possible. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, il y a la zone commentaire en dessous de la vidéo pour ça. Je répondrai encore une fois à toutes vos questions. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!